Alors d'habitude, je fais le portrait des autres. Aujourd'hui, ce sera le mien, plus exactement celui de mon nomadisme, cette forme de voyage que je pratique. Alors avant peut-être de passer le sujet, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais prévu de faire en fait une vidéo sur les trucs en truck, donc ce couple de nomades musiciens. Il se trouve qu'ils ont signé avec un label et ils vont sortir un album très bientôt, donc on n'a pas voulu que ça se télescope entre la vidéo et la sortie de l'album. Donc on a différé en fait la vidéo des trucs en truck. Et moi donc du coup j'ai décidé de vous faire ces images en fait sur mon nomadisme, un sujet que j'avais envie de traiter depuis quelque temps. Voilà, alors j'utilise ce terme de nomadisme parce que j'en vois pas d'autres de meilleurs. Bon, il y a bien le terme de van lifer, mais bon, je sais pas très bien en fait ce que ça veut dire. Parfois, ça recouvre beaucoup de modes de vie. Je vis à 100% dans mon camion et je voyage donc depuis maintenant 3 ans. Voilà, je préfère utiliser ce terme nomadisme. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés donc par rapport à ceux qui vivent de cette manière-là. Notamment, on se rappelle tous des voleurs de poules, pour qualifier par exemple les gitans ou les romanichels. C'est des gens qui ont d'ailleurs été vraiment persécutés, ils ont été exterminés d'ailleurs dans les camps de concentration, au même titre que les juifs pendant la dernière guerre mondiale. C'est vraiment la preuve de cette ostracisation extrême dont ils ont fait l'objet. Mais je pense qu'il faut quand même corriger en tout cas ces préjugés si on en a encore, parce que il faut savoir que par exemple le mode nomade a été majoritaire dans l'histoire humaine depuis les 300 000 ans de l'Homo sapiens. Donc les chasseurs-cueilleurs que nous étions, à 98% donc de cette durée, disons, de l'histoire humaine, étaient donc nomades. Puis après, il y a eu la période du néolithique, donc l'agriculture et la sédentarisation, mais ça date de 8000 ans. Donc le mode sédentaire est extrêmement minoritaire par rapport à l'histoire humaine. Voilà, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, nous ressemblaient en tout point, en tout cas génétiquement parlant. Évidemment, culturellement parlant, c'était très différent. Mais s'il fallait donner une preuve du fait que le nomadisme n'est pas un mode comme ça mineur, je crois que c'est la meilleure preuve. Et puis il y a aussi cet empire qui a été constitué par les Mongols, donc peuple nomade, sous l'égide de Gengis Khan, donc au XIIIe siècle, et qui ont conquis le plus grand empire qui n'a jamais été constitué. Un empire de plus de 30 millions de kilomètres carrés, donc même les Romains n'ont pas fait mieux, quoi. Je me considère aujourd'hui comme nomade. Je ne l'ai pas toujours été, mais je ne me sens pas marginal pour autant. Entre sédentaire et nomade, il y a une infinité de variations possibles. Je connais des nomades en fait qui sont sédentaires pendant une partie de l'année. Ils travaillent même dans leur camion, mais en fait sans bouger. D'autres ont un camion, ils voyagent la moitié de l'année et ont une maison. Il y a des gens qui travaillent toute l'année dans leur camion mais ils ne bougent pas. En fait, il y a toute une variation, donc une gradation de possibilités sur le nomadisme. Je pratique un nomadisme très lent, qui est aussi très technologique, puisque j'adore la création d'images, comme vous le savez.
Et donc j'ai besoin voilà, d'énergie d'une part électrique. J'ai besoin aussi, comme j'aime beaucoup rester dans des lieux comme ça, préservés de nature, pouvoir y rester longtemps, en profiter. Donc j'ai besoin d'un petit frigo par exemple qui me permet d'éviter d'aller me ravitailler trop souvent. J'aime beaucoup aussi les rencontres, mais justement dans ces lieux, quand je rencontre du monde, c'est des gens qui me ressemblent un peu. Le fait que voilà, j'ai besoin de beaucoup de technologie, le fait que j'ai besoin d'aller lentement, que j'ai besoin d'aller dans des endroits très reculés. Donc par exemple j'ai un véhicule qui est très puissant, hein, c'est un 204 chevaux. Qui est à 4x4, qui est moderne hein, aussi. Il y a beaucoup d'électronique embarquée, mais bon, c'est voilà, c'est solide. J'ai pris le plus petit transporteur, donc le plus petit fourgon de la gamme. Alors j'ai quand même une tente de toit sur la galerie qui me permet d'avoir plus d'aisance quand il commence à faire doux. Comme en ce moment par exemple, là j'ai 1,20 m disons de large pour le lit, c'est très très bien. Et puis je profite des bruits de la nature, je profite de la vue, c'est superbe. C'est également donc un véhicule qui est blindé, que j'ai blindé parce que bon, faire de la route, des petits chemins caillouteux, de la montagne, bon voilà, il faut blinder. Je suis allé dans le désert, donc au Maroc, il y a 2 ans, où j'ai pu tester aussi qu'il était très agile sur le sable. Alors bon, ça nécessite évidemment de dégonfler un peu les pneus, mais ça fonctionne super bien, c'est un régal. Le seul inconvénient, je trouve, de ce véhicule, c'est que bon, la garde au sol est pas très haute. Donc on peut toucher des cailloux, donc du coup j'ai mis ce blindage, tous ces aménagements que j'ai fait en plus, notamment aussi les phares longue portée, sont très très utiles pour le type de nomadisme que je pratique. Alors bon, évidemment c'est un peu cher à l'acquisition, le ticket d'entrée, ça vous pourrez vous renseigner, mais bon, je m'y retrouve parce que j'ai vraiment voilà, le compagnon, il s'appelle Diogène, hein, de mes rêves, qui est solide et qui passe partout. Voilà. Alors je l'ai aménagé moi-même, donc c'est du bois, c'est simple, ça correspond fonctionnellement parlant tout à fait à mes besoins. Bon, pour l'instant j'ai jamais eu de problème, disons de solidité, parce que ça secoue hein, quand même sur les chemins, sur les cailloux. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que comme il est petit, j'ai été obligé de me délester de tout ce qui ne servait pas ou peu. Donc j'ai conservé l'essentiel. Alors ça me rend, disons, furtif, et c'est vraiment ce que j'aime. Qu'on est tous plus ou moins le produit de sa personnalité, de ses traits de caractère, et puis des expériences que l'on peut faire très tôt dans sa vie. Alors moi, voilà, ma personnalité, bon, il faut le dire, je suis quelqu'un assez tête en l'air. Bon, je ne trouve pas, en tout cas, que je sois dans la lune, mais on m'a toujours dit que j'étais comme ça quand j'étais petit. Bon, je suis têtu, je suis assez indiscipliné, et bon, même si ça s'est largement amélioré avec le temps, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on me décrivait. Donc j'avais beaucoup de mal avec l'institution et les institutions en général, que ce soit l'école, la famille, l'armée, enfin toutes les institutions ont eu beaucoup de mal avec moi, et moi avec elles d'ailleurs. Ce caractère en fait m'a amené à imprimer de façon très particulière des expériences qui ont été des révélations pour moi, notamment la première expérience, ça a été le déménagement de mes parents, puisqu'on habitait donc en HLM. Et puis vers l'âge de 5 ans, mes parents ont acheté une petite maison donc au bord d'un ruisseau. C'était encore la campagne à l'époque.
Bon, même si l'habitation était donc faisait partie d'un petit lotissement, et donc j'ai le souvenir d'avoir pu accéder à la liberté, quand on voulait bien, disons, ne pas me retenir enfermé. Et donc j'ai des souvenirs vraiment très marquants, notamment de ces explorations, par exemple de champs entiers couverts de roseaux où je pouvais faire des traces, des cabanes. Il y avait derrière chez moi aussi une bergerie en ruine qui était un peu mon repère, où j'allais grimper. Il y avait des arbres qui grimpaient à l'intérieur. J'y croisais des lapins, enfin des animaux, des oiseaux. Et puis un peu plus tard, donc dans ma petite enfance, j'ai étendu mon territoire. On n'était pas très loin de l'Allier. Ma mère, en fait, me donnait les affaires qu'on ne pouvait plus mettre, mes sœurs et moi. On grandissait, et donc il fallait trouver une solution pour donner ces habits, ne pas les jeter. Et donc il y avait des Romanichels qui habitaient pas très loin de chez nous. Donc j'allais porter des sacs d'habits. Et en échange, ils me donnaient des paniers d'osier, puisqu'ils fabriquaient tout un tas d'objets en osier. Je connaissais un des jeunes de cette famille de nomades qui avait ce campement. Et donc, quand j'arrivais, c'était un peu la fête pour moi, parce que je ne me rendais pas compte, mais je les enviais. En fait, je les enviais pour cette liberté, pour l'odeur de fumée, des feux de camp, pour cet espace dont ils pouvaient bénéficier. Et puis le deuxième souvenir au bord de l'Allier que j'ai, en fait, j'y ai passé beaucoup de temps. Déjà parce que j'ai appris à pêcher avec un ami, donc on connaissait tous les recoins de cette rivière qui est maintenant protégée. Enfin, les endroits que moi j'ai connus sont maintenant protégés parce qu'il y a des castors, il y a des oiseaux migrateurs qui viennent. Et puis une des activités que je pratiquais donc sur les rivages de l'Allier, c'était de chercher des pointes de silex. Ou des harpons, enfin des objets en silex taillés. Et il y en avait beaucoup parce qu'au printemps, donc la rivière charriait les galets et en même temps faisait remonter en fait ces silex. Et je vous garantis, quand vous trouvez pour la première fois un beau silex presque intact, vous avez le sentiment d'être justement relié à cette histoire très très ancienne de nos ancêtres, de pouvoir finalement mesurer de façon très concrète votre appartenance à cette histoire-là. Et je crois que c'est le moment où je suis rentré de façon très très nette dans ce que j'appellerais un peu le temps long, par opposition à cette culture qui est la nôtre, l'éducation qu'on reçoit et qui est plutôt une éducation sur des temps très très courts. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. J'ai d'autres souvenirs, par exemple, avec ma première paye, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à travailler assez jeune. Mon père était plombier, donc il m'a mis au travail très tôt. Donc j'étais tout gamin. J'allais encore à l'école, mais pendant les vacances ou pendant les périodes où j'étais libre, on travaillait. Ma première paye vraiment consistante à 16 ans, ça a été pour acheter un appareil photo, un Canon, et puis les 2-3 mois après, j'ai acheté donc un téléobjectif pour pouvoir justement faire de la chasse photographique. J'allais photographier des oiseaux. Je me suis passionné donc pour cette activité, et d'où le fait que assez naturellement je suis venu
voyez, aujourd'hui, à faire des vidéos, m'intéressant beaucoup à la faune, la flore. Je suis tombé en fait sur un auteur qui s'appelle Jean Dorst. Et Jean Dorst, c'est un naturaliste français qui a une particularité très importante à mes yeux, c'est que ça a été le premier à alerter sur l'extinction des espèces. J'avais lu un premier livre de lui qui s'appelait Les oiseaux dans leur milieu. J'ai appris énormément de choses, mais aussi que certaines espèces disparaissaient du fait, par exemple, qu'on commençait à utiliser des pesticides et que les oiseaux qui étaient prédateurs des insectes en question, n'ayant plus à manger, disparaissaient, voire étaient empoisonnés avec les pesticides. C'est une personnalité qui m'a révélé quelque chose qui est resté comme une espèce d'empreinte négative, vous voyez, sur le progrès. On parlait déjà à l'époque de problèmes de climat. Je me souviens, quand j'étais enfant, regarder des émissions sur par exemple, le commandant Cousteau ou Haroun Tazieff, qui parlait justement des problèmes de climat. Il y avait eu aussi un certain Dumont qui s'était présenté aux élections présidentielles et qui était donc une personnalité qui avait alerté aussi sur les changements climatiques. C'était pas encore aussi net qu'aujourd'hui, mais en tout cas chez moi ça s'imprégnait beaucoup parce que voyant aussi une urbanisation progresser dans des lieux que j'avais aimés étant tout enfant, par exemple ces bords de l'Allier qui ont commencé à être urbanisés, un peu construits et puis ensuite plus. J'avais une sorte de peine, de souffrance, on peut dire, devant quelque chose que je considérais comme inéluctable, le progrès, mais qui pour moi n'allait pas forcément dans le bon sens parce qu'il me volait mes rêves d'enfant et mes bonheurs d'enfant. Voilà ce que je voulais dire. Et donc c'est clair que aujourd'hui c'est plus simple, vous voyez, de comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Il y a d'autres épisodes comme ça qui ont été marquants, notamment le fait que j'ai fait l'armée dans les parachutistes, mais que précisément j'étais dans une section dite de combat à ma demande. Et en fait j'ai été envoyé dans l'océan Indien sur une île qui s'appelle Europa, donc qui est à peu près à 300 km de la côte de Madagascar et 500 km du Mozambique, des côtes de Mozambique. Donc c'est dans le sud du canal de Mozambique. Et donc on était 10 donc sur cette île. Je suis resté très longtemps à faire le tour et la découverte de cette île. Elle est totalement préservée, enfin très très préservée. J'ai vu des centaines de milliers d'oiseaux qui venaient nidifier ici. Il y avait des tortues vertes, donc des tortues géantes par centaines qui venaient pondre. On voyait des milliers tous les jours de petites tortues qui couraient vers la mer en essayant d'échapper justement aux oiseaux qui les dévoraient. C'est une île aussi avec une mangrove. Si vous avez déjà eu donc la possibilité de voir une mangrove, en réalité, c'est quelque chose de extrêmement marquant parce que il y a ce mélange d'eau et de végétation avec tous ces poissons, tous ces animaux qui viennent dans ces endroits protégés.
pour se reproduire. C'est quelque chose de fantastique et moi j'ai pu bénéficier de ça. Alors après, évidemment, dans ma vie, j'étais de ceux qui adoraient les escapades en pleine nature. J'ai fait beaucoup de bivouac, de camping sauvage, j'ai fait beaucoup d'escalade en falaise, en rocher, en bloc. Et j'ai fait ça pendant très longtemps, de la course nature, de la course à pied. Donc ça m'a beaucoup plu. Bon, je continue aujourd'hui à me balader, mais bon, ça... j'ai plus la condition que j'avais. Et donc, côté voyage aussi, j'ai fait pas mal de choses. Notamment, j'avais pris un congé sabbatique pour faire le tour de la mer de Chine. Donc Malaisie, Philippines, Vietnam, Sumatra, Indonésie. J'ai fait ça en mode routard et donc ça c'était au milieu de ma carrière professionnelle et donc du coup quand j'ai pris ma retraite, vous voyez, les choses se sont mises en place. Comme je vous le disais, on est le produit en fait de son caractère et de ses expériences. Qui finissent finalement par former une espèce de rêve intérieur vers lequel on court sans s'en rendre vraiment compte. Le symbole de l'homme qui marche en direction de ses rêves. Et on est tous, je crois, comme ça, c'est quelque chose d'universel. J'ai pu me rendre compte au bout de ces 3 ans, en fait, toute la force justement de ces dynamiques intérieures qui se mettent en place très très jeunes. La prochaine vidéo parlera plutôt de mon itinéraire, à la fois pratique, ce qui a évolué avec l'expérience, mais aussi un itinéraire intérieur, parce que quand on change ses habitudes, eh bien les choses évoluent par rapport à sa propre culture, par rapport à sa propre éducation, son époque même. Non pas que ce soit négatif, mais il y a une vraie transformation. Je vous en ferai part et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette première vidéo pour vous montrer de quoi tout ça découle. Donc c'est très personnel, c'est vraiment un témoignage, vous pourrez ou non vous reconnaître dans certaines choses. Voilà, c'est vraiment pour le partage et le plaisir et aussi un peu la réflexion. Donc je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. Je profite vraiment des lieux, de la floraison là, qui est en cours, puisque la végétation est quand même en avance par rapport à la France. Et puis de cette très très grande liberté. J'observe, donc ici on a des vautours, il y en a des fois des dizaines là, qui tournoient ici dans la vallée. Je suis très très bien ici, je suis très heureux.